Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Et tout de suite, voici les titres. La République du Congo est en train d'améliorer le financement des entreprises pour répondre à la grogne des petits entrepreneurs de l'agroalimentaire. Les banques locales, on avait sollicité, mais c'était négatif. Bon, on ne peut pas en parler, ils ont des raisons. Lutte contre la dégradation des forêts naturelles en Ouganda, les autorités ont mis en place un programme de plantation de forêts artificielles. So what is happening in Uganda, for example, is that wood fuel. Most people for it. La majorité des Ougandais utilisent du bois de chauffage. Si on ne fait rien, les forêts vont disparaître. If we don't do anything, the forest will disappear. Cap sur Djibouti, la porte d'entrée des câbles de fibre optique sous-marins du continent. Il y a des pays qui n'avaient même pas aucune connectivité au réseau sous-marin comme Comores, Mogadiscio, la Somalie. Vous pouvez voir aussi même Madagascar et Mozambique aussi. En République du Congo, les petits entrepreneurs spécialisés dans la transformation des matières premières agricoles pourraient avoir un bel avenir devant eux. Mais ils font le grand écart entre leur perspective de débouchés commerciaux et le manque de financement pour mettre sur le marché des produits de qualité. Résultat, une certaine désillusion dans les ateliers de Pointe-Noire, comme l'a constaté notre journaliste sur place, Jean-David Miamlé. Au centre-ville de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, cette enseigne semble encore anonyme. C'est pourtant en ces lieux que Jean-Maurice Ouakatoulou a choisi de relever le défi de la transformation d'un cacao 100% congolais. Se lancer dans une activité, c'est d'abord la motivation. La motivation, et à partir de là, il y a, n'est-ce pas, s'entourer, n'est-ce pas, de personnes qui peuvent, n'est-ce pas, vous accompagner. Et ensuite viennent les moyens. Tout s'apparente à une véritable course d'obstacles pour rechercher ses propres moyens. Non, tout ce parcours, on n'a pas reçu une subvention ou un crédit de l'État. L'autofinancement, c'est-à-dire que nous vendons, on économise un peu, on monte les machines et puis ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on a évolué. Les banques locales sont-elles réceptives aux initiatives comme cette petite unité de transformation de cacao? Les banques locales, on avait sollicité, mais c'était négatif. Bon, on ne peut pas en parler, ils ont des raisons. Que dire alors des circuits de distribution, une véritable jungle dont la logique semble échapper aux chocolatiers entrepreneurs? On nous a donné, même les entreprises, même les boutiques. Non, nous, on ne prend pas les produits congolais. On prend que l'argent congolais. La distribution est difficile. Quoi qu'il en soit, le promoteur de Choco Ouak est convaincu des vertus de son chocolat. Je respecte les normes de transformation et de qualité. Je les respecte. Et donc, nous avons le cacao. Le cacao n'est pas piraté comme chez les autres. Il n'y a pas la pâte d'arachide là-dedans. C'est du 100% cacao. Qu'importe les obstacles, les circuits de distribution bouchés, les financements verrouillés. Jean-Maurice Ouakatoulou nourrit de grandes ambitions. L'objectif, on est ambitieux. On veut être roi du chocolat en Afrique centrale. Ça, c'est notre rêve. Du chocolat au beurre de cacahuète, cette fois à Ngoyo, dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire. Nous voici à Mboto, une très petite entreprise mise sur pied depuis déjà 2 ans par Jules Malonga. En l'absence de son promoteur en mission, c'est son assistante qui nous sert de guide. Premièrement, je peux dire que c'est difficilement d'avoir des gens pour financer l'entrepreneuriat, pour financer les entrepreneurs ici, chez nous au Congo. Et on ne va pas dire que non, ça ne se fait pas, parce qu'il y a ceux qui ont des entreprises, qui ont de petites entreprises, on leur finance. Et de notre côté, on a eu à faire recours au PADEC.
le projet d'appui pour le développement économique. Et donc, quand nous avons fait le recours là-bas, et nous n'avons pas eu de retour financier. Ici aussi, l'on est confronté au problème de circuits de distribution. Les grandes surfaces se montrent quelque peu méfiantes. Même quand vous arrivez à obtenir un marché au niveau des supermarchés, ils ont des marges qu'ils mettent. Ils sont un peu méfiants et pour ça, ils mettent des marges. Et les marges-là, on ne peut pas modifier. Mais l'accueil positif du beurre de cacahuète sur le marché de l'aveu des responsables est un motif de satisfaction et d'encouragement. Oui, je peux dire qu'il y a un bon retour. On a un retour de public, vu que depuis qu'on a commencé la production, il y a des clients qui ont accepté le produit et jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre, on vend et même dans d'autres ménages, il y a des gens qui achètent le produit et du coup, je peux dire que le produit est accepté par le public. Du coup, les promoteurs de cette industrie nourrissent des ambitions légitimes de grandeur. Notre objectif est de mettre d'abord sur le marché congolais le produit nutritif de qualité. Voir comment s'implanter du côté agriculture pour améliorer les conditions de production de l'arachide, notamment au Congo. Oui. De bon augure peut-être pour la diversification d'une économie congolaise trop dépendante du pétrole. Et c'est pour aider ces très petites à moyennes entreprises congolaises que les autorités gouvernementales du pays ont lancé en janvier un fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement, le FIGA, doté de plus de 22 millions d'euros. Pour évoquer la situation des petits entrepreneurs de la République du Congo, je suis rejointe par Philippe Bouiti-Viodo, directeur associé du cabinet OBAC qui œuvre en Afrique centrale. Philippe, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa. Nous venons d'entendre dans ce reportage les difficultés d'accès au financement qui sont pointées du doigt par ces petits entrepreneurs de l'agroalimentaire de Pointe-Noire. Le problème est-il généralisé ? Alors, oui, malheureusement, il y a les problématiques ou alors les difficultés d'accès au financement sont une problématique généralisée pour les petites et moyennes entreprises. Mais je tiens tout de même à nuancer ce propos parce que lorsque l'on regarde le dernier rapport de la Banque des États d'Afrique centrale sur sa politique monétaire, on s'aperçoit en fait qu'entre 2019 et 2020, il y a eu un bond de 1,5% de crédit en fait à l'économie et la répartition justement de ces crédits se fait comme suit. Il y a 64% pour le secteur tertiaire, 30% pour le secteur secondaire et nous avons à peine 6% pour le secteur primaire. Mais pourtant, il y a toujours une réticence des banques à prêter. Alors, en réalité, la responsabilité incombe aux deux parties. Lorsqu'on se positionne au niveau des entreprises, on s'aperçoit qu'il y a souvent une problématique de sous-capitalisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième porte notamment sur la problématique de structuration de projet. Lorsqu'on est une petite entreprise, eh bien, il faut être capable de structurer un projet, être capable de maîtriser ses risques d'exploitation, d'ADA, financiers, stratégiques, etc. Et troisième point, il y a aussi une problématique qui se pose, celle des garanties. Quand on se positionne au niveau des banques, on s'aperçoit que le principal défi est celui de la mobilisation de ressources longues. Parce que pour pouvoir faire des crédits sur le long terme, les banques ont besoin, bien évidemment, d'avoir des dépôts. Y a-t-il d'autres relais de financement ? Il existe d'autres relais de financement. Il y a des initiatives. Par exemple, nous, au sein de notre cabinet conseil, nous avons réussi à structurer un réseau de business angels qui tend à s'accroître. Aujourd'hui, nous avons près de 237 business angels avec lesquels nous travaillons. Nous mettons en place auprès d'écoles partenaires des fonds d'amorçage, des mini-fonds d'amorçage. Il y a d'autres initiatives privées qui existent. L'État n'est absolument pas en reste, puisque récemment, il y a un fonds de garantie qui a été mis en place, qui s'appelle le FIGA, qui est abondé à hauteur de 15 milliards. Faudrait-il encore intensifier ces efforts ? Donc, il faut que l'on puisse travailler sur le renforcement des fonds propres. Et pour travailler sur le renforcement des fonds propres, on peut structurer des réseaux de business angels, on peut mettre en place des fonds d'amorçage, des fonds d'investissement. On peut même travailler d'ailleurs sur des mécanismes de dette junior
pour pouvoir renforcer les quasi-fonds propres et permettre à des entreprises de mobiliser plus de capitaux. Merci Philippe Bouiti-Biodo. La déforestation continue de gagner du terrain. L'ONG Rainforest Foundation de Norvège estime que 34% des superficies de forêts tropicales ont été détruites en raison de l'exploitation et de la conversion des terres, essentiellement pour l'agriculture entre 2002 et 2019. Le gros des dommages a eu lieu en Amérique du Sud, mais l'Afrique n'est pas épargnée. Les dégâts sont les plus graves en République démocratique du Congo, où plus de 48 000 km de forêt ont disparu entre 2002 et 2019. Comment alors préserver les forêts en Afrique? En Ouganda, où les forêts sont menacées par le chauffage au bois, on a choisi la culture commerciale des arbres et un programme a été lancé pour aider les professionnels de sylviculture, une façon de faire des affaires tout en conservant le patrimoine forestier de la région. Un reportage de notre correspondant Kenny Kiza. L'Ouganda compte près de 5 millions d'hectares de forêts, soit 24% de la superficie totale du pays. Ces forêts produisent le bois de chauffage et de construction et fournissent en plantes médicinales les 27 millions d'Ougandais. Aujourd'hui, c'est une grande partie de la couverture sylvicole, c'est-à-dire l'étendue de la forêt, qui est menacée. Les besoins en terres cultivables et en produits forestiers d'une population en hausse constante en sont les principales causes. Et la dégradation actuelle de la forêt est évaluée à 2,2% par an. So what is happening in Uganda, for example, is that wood fuel. Most people for it. La majorité des Ougandais utilisent du bois de chauffage. Si on ne fait rien, les forêts vont disparaître. La pression sur les forêts est très forte. Nous devons donc aider la plantation des forêts afin d'augmenter la capacité à produire du bois renouvelable. L'Union européenne s'est alliée aux instances nationales sylvicoles ougandaises pour assurer une gestion et une préservation durable des forêts. Jusqu'à présent, nous avons fait des inventaires biologiques de ces forêts naturelles que nous avons répertoriées sur le terrain pour nous assurer que la diversité naturelle est maintenue et gérée correctement. Il s'agit surtout de la production du bois de construction et d'autres produits issus des forêts naturelles. Un fonds spécial a été créé dans le cadre du programme d'exploitation du bois, avant tout pour sensibiliser les acteurs du secteur privé qui travaillent dans l'exploitation forestière. Objectif, créer des forêts artificielles, ce qui diminuerait la pression exercée sur les forêts naturelles. L'aide accordée à ce secteur et l'accueil réservé aux projets d'exploitation forestière est bonne. Nous fournissons aussi l'aide technique aux autorités sylvicoles pour qu'elles soient en mesure d'intervenir durablement. Pour le directeur administratif du programme d'exploitation du bois, c'est surtout le bois de construction qui fait défaut dans le pays. Sur le plan national, nous avons arrêté de planter des arbres en 1972. La population allant croissant, les besoins en bois de construction ont augmenté. Avec plus de 25 millions d'habitants que compte notre pays, nous aurions besoin de 70 000 hectares de plantations de bois de construction de première catégorie, alors que nous disposons aujourd'hui de moins de 2000 plantations matures. Ce n'est que maintenant que les efforts se font sentir. Grâce à ce programme, les professionnels du secteur se sont massivement lancés dans la plantation d'arbres. Mais les exploitants doivent accepter certaines conditions avant d'encaisser les gains. Vous devez avoir un terrain d'au moins 25 hectares, prouver que vous êtes propriétaire avec un titre de propriété ou bien des lettres émanant des autorités locales et être prêt à accepter nos conseils techniques afin que tout soit fait selon les critères établis. Un grand nombre d'exploitants ont planté des pins et des cyprès dans un but commercial. Pour Josie Biama, outre les revenus financiers qu'il gagne de son activité, il est ravi de participer à la sauvegarde de l'environnement.
J'ai modifié ce qu'on appelle le microclimat. Quand la plantation a commencé, nous avions des rivières saisonnières, mais ces dernières se sont désormais plus ou moins transformées en rivières aux cours d'eau permanents. Le programme de conservation et de gestion sylvicole souligne la nécessité de faire participer les populations locales, tout particulièrement ceux qui habitent en lisière des forêts naturelles. Notre collaboration avec l'Union européenne et le NORAC a commencé à la fin des années 90. On se déplace et on discute beaucoup de l'importance des forêts avec les gens qui y habitent, de ce qu'ils peuvent faire et comment en tirer profit. Une fois la confiance installée, on procède à la signature d'un contrat qui porte sur la gestion commune de la forêt. Les forêts naturelles d'Ouganda attirent également de nombreux touristes car on y trouve une grande variété d'arbres rares et qui n'existent pas dans d'autres pays, tout comme de nombreux oiseaux et mammifères qui y ont élu domicile. Lovely. Je vais voir les oiseaux aujourd'hui. J'en ai vu beaucoup déjà. J'ai marché à travers la forêt de Mabira et j'y ai vu 2 nouvelles espèces que vous ne pouvez observer qu'en Ouganda. Je suis très heureux. La plupart des forêts détruites ont été restaurées. Reste à maintenant espérer que les efforts consentis pour préserver ce patrimoine très riche s'inscrivent dans les habitudes et surtout la durée. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Le Royaume-Uni a restitué au Nigeria près de 6 millions de dollars en biens mal acquis. Il s'agit d'argent qui avait été blanchi en Angleterre par un ex-haut fonctionnaire du pays. L'argent devrait être utilisé pour des projets d'infrastructures routières locaux. Des efforts supplémentaires sont encore attendus au niveau international pour le retour de ces flux financiers illégaux à leur pays d'origine. Les députés français se sont prononcés récemment en faveur de la redistribution de ces fonds confisqués par la justice en France sous la forme d'aide au développement en Afrique. Et toujours au Nigeria, le pays a lancé la réfection de sa principale ligne ferroviaire. La ligne d'environ 1443 km reliera le centre pétrolier de Port Harcourt au sud du pays, à la ville de Maiduguri, au nord-est. Les travaux de 3 milliards de dollars seront effectués par un conglomérat chinois et financés à hauteur de 15% par le gouvernement. Il est prévu que la ligne soit connectée au nouveau port en eau profonde de Boni, dont la construction se fera également avec le concours de la Chine. La course aux infrastructures de télécommunications se poursuit. Une nouvelle ruée vers l'Afrique est même en cours. Technologique cette fois, Facebook et les plus grands opérateurs de télécom internationaux ont mis 1 milliard de dollars sur la table pour construire un câble sous-marin qui va relier l'Europe, le Moyen-Orient et 16 pays africains. Google a aussi annoncé son propre projet de câble sous-marin pour connecter l'Europe et l'Afrique par la côte ouest africaine. Les investissements massifs des multinationales pour connecter l'Afrique à Internet pourraient-ils se heurter à la méfiance des autorités africaines ? Les organisations Access Now et Keep It On Coalition ont en tout cas dénombré 20 coupures d'Internet volontaires effectuées dans une douzaine de pays africains cette année. Nous avons été à Djibouti, l'un des points d'entrée majeurs des réseaux de télécommunications du continent, pour voir ces fameux câbles de fibre optique qui connectent le continent et sont perçus comme un soutien essentiel à la digitalisation de l'économie. C'est la fin de l'après-midi à Belbela, un quartier très populaire à l'ouest de la capitale Djibouti. Kadra Douxier, une jeune entrepreneuse, fait la tournée de ses partenaires et clients. 4000 abonnés et 100 boutiques. Son entreprise de télécommunications a développé une plateforme de mobile spécialisée dans le paiement électronique. Ce service est aujourd'hui très connu en Afrique de l'Est comme moyen de paiement, mais il est nouveau à Djibouti. C'est vers ceux qui en avaient paradoxalement le plus besoin que s'est tourné Kadra. On avait approché le programme alimentaire mondial parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec les transferts électroniques dans les pays voisins. En Somalie, en Éthiopie, au Kenya.
nous les avons approchés et ils ont vraiment été très contents des services qu'on leur proposait parce que ça leur facilitait tout le transfert d'argent qu'ils allaient faire. La distribution de vivres se faisait manuellement et actuellement, le process a complètement changé et de l'argent est transféré directement vers les bénéficiaires qui vont eux-mêmes à leur tour aller acheter vers les marchands quand ils ont le temps. Ça leur fait gagner du temps, respecte leur humanité, ça ne leur fait pas faire de longues queues. C'est un avantage en fait pour tout le monde. L'ouverture de ce type de service innovant, Djibouti la doit en tout premier lieu au réseau mobile mis en place par l'opérateur national Djibouti Telecom. Il dessert 366 000 abonnés mobiles, un chiffre qui peut sembler modeste à l'échelle du continent. Mais Djibouti a un atout considérable, dissimulé derrière ce mur, dans un quartier discret de la capitale. Nous sommes dans la station de câbles sous-marins d'Aramous. C'est l'une des stations où transitent les câbles sous-marins transcontinentaux à Djibouti. Voici 4 des câbles qui desservent le trafic Internet d'une grande partie de l'Afrique. Ce que je tiens dans la main, c'est un échantillon des câbles sous-marins tel qu'il existe réellement. Il y a des pays qui n'avaient même pas aucune connectivité au réseau sous-marin comme Comores, Mogadiscio, la Somalie. Vous pouvez voir aussi même Madagascar et Mozambique aussi. Donc aujourd'hui, grâce à ces câbles, nous avons tous ces pays qui ont accès aux télécommunications internationales. Au total, pas moins de 7 câbles sous-marins, dont 3 internationaux, passent par Djibouti. Ils sont interconnectés et le territoire joue un rôle capital dans la maintenance du système et la fourniture de toute une gamme de services Internet associés. Djibouti ambitionne en effet de devenir un data center à l'échelle du continent africain. Déjà, une dizaine d'opérateurs et de fournisseurs d'accès à Internet étrangers sont installés dans ce data center ouvert en 2013. Depuis ces serveurs, ils font transiter leur trafic à Djibouti, puis à travers ces câbles sous-marins, d'un continent à un autre. Nous avons une position géostratégique qui est unique dans la région. Aujourd'hui, il y a plus de 30 opérateurs africains qui sont desservis à partir des Djibouti pour tout leur trafic Internet. Nous avons investi ces 10 dernières années plus de 10 millions de dollars justement pour donc, faire atterrir ces câbles transcontinentaux à Djibouti. Donc là, aujourd'hui, nous avons cette position unique pour les câbles transcontinentaux internationaux. Il n'y a pas un autre pays qui dispose d'autant d'infrastructures. Des infrastructures de pointe à l'international et de nouveaux projets de câbles sous-marins en perspective. Mais à Djibouti même, tout le monde n'est pas encore convaincu d'obtenir le meilleur service au meilleur prix. Dans les cafés Internet de la capitale, les utilisateurs ont noté une amélioration de la connexion, mais ils sont encore réservés sur le coût du service. Oui, c'est cher, mais en tout cas, il y a la société de Djibouti Telecom qui essaie chaque jour et qui essaie d'améliorer et de baisser le prix. D'accord ? Alors comme nous sommes un pays d'Afrique, alors on espère que ça s'améliore. Le gouvernement veut mettre à profit ces avancées technologiques pour améliorer la qualité de ses services administratifs. Depuis 2016, une nouvelle agence intergouvernementale travaille au chantier de la normalisation des réseaux informatiques de l'État. Il s'agit entre autres de bâtir le premier portail gouvernemental pour faciliter les procédures administratives. La nouvelle agence héberge également un data center. Le data center répond à une question essentielle de pouvoir mutualiser les ressources informatiques de l'État. Certains disposent d'outils et de moyens plus avancés que d'autres. Le data center répond à cette défaillance en termes de disponibilité de ressources informatiques. En même temps, il répond surtout aux exigences de sécurité. Le secteur privé, notamment bancaire, veut aussi être au rendez-vous de ce nouvel âge des télécoms à Djibouti. À la Banque centrale, le gouverneur Ahmed Osman a anticipé.
Nous avons mis en place tout un dispositif juridique qui permet à tous les opérateurs de mettre en place le mobile banking. C'est ouvert aux banques, c'est ouvert à Egypt Telecom, c'est ouvert à tout autre opérateur qui ne serait pas une banque ni Egypt Telecom. Tout le monde peut faire du mobile banking en Djibouti. Retour à Bel Bella, où Kadra Douxier s'est préparé depuis longtemps à lancer son service de paiement mobile à tous les Djiboutiens. Il y a tellement de services innovants à mettre en place. Le besoin est là. Et il faut des acteurs, des secteurs privés pour mettre en place ces services. De Bel Bella au centre de Djibouti, les clients mobiles attendent ces offres. Les banques, qui savent que leur croissance dépend aussi de leur capacité à offrir ces services de paiement mobile et de e-banking, se préparent à être au rendez-vous. Quant à l'opérateur Djibouti Telecom, qui a le monopole du transport des télécommunications, il s'est déjà positionné sur un marché lucratif, une plateforme globale pour permettre à tous les acteurs d'offrir le paiement mobile à leurs clients. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 547. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Que produit la marque Mboto de Pointe-Noire? Du beurre d'arachide, du cacao ou des vêtements? Deuxième question. Quelle est la surface de la forêt ougandaise? 10 millions d'hectares, 5 millions d'hectares ou 2 millions d'hectares? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 547. Le gagnant recevra 150 $ par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 543. Le gagnant s'affiche à l'écran, petit rappel. Première question. Quand a été créé l'incubateur de l'Institut d'agriculture tropicale à Ibadan au Nigeria? Réponse: en 2012. Deuxième question. Quel pourcentage du PIB d'Afrique de l'Ouest représente le cacao? Réponse: 22%. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Frédéric Barbe, commandant de la frégate de surveillance française Nivose, qui nous parlera de sa mission dans l'océan Indien. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.